Cyberattaques, sabotage, désinformation, le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne se déroule pas seulement sur le champ de bataille. Grand angle ce soir sur ce qu'on appelle la guerre hybride. Bonsoir Christine Dugouin-Clément. Bienvenue à vous. Vous êtes analyste géopolitique au Centre de réflexion Cap Europe, chercheuse aussi associée à la chaire risque de l'IAE de Paris et au Centre de recherche de l'École des officiers de la Gendarmerie nationale française, auteur du livre Influence et manipulation des conflits armés en Ukraine aux guerres économiques. C'est aux éditions VA. Avant de voir quelques exemples très concrets que nous a concocté Mevalo, comment vous définiriez le concept de guerre hybride ? Alors, c'est un concept qui a fait débat, notamment au niveau des chercheurs, et qui a évolué. Ce que l'on entend aujourd'hui quand on va parler de guerre hybride, eh bien, c'est un conflit qui va utiliser tout le spectre du possible pour aller, eh bien, gagner le conflit, voire potentiellement, eh bien, le gagner avant même que le conflit ne démarre. Ça veut dire que, évidemment, on aura le volet cinétique, militaire, classique, mais vous allez pouvoir utiliser l'arme économique, l'arme cyber, l'arme informationnelle, voire même d'autres champs qui ont pu être théorisés, notamment dans un ouvrage qui s'appelait La guerre hors limite, qui est paru à la fin des années 90 et qu'on a attribué à 2 colonels de l'armée de l'air chinois. Est-ce qu'on peut y ajouter la notion, le fait de ne pas revendiquer l'acte ? De porter un coup sans que ce soit Alors, connu. Potentiellement, oui, et c'est notamment quelque chose que l'on pourra mettre particulièrement en œuvre quand on va utiliser des attaques cyber ou informationnelles, parce qu'il est beaucoup plus difficile, finalement, de pouvoir les attribuer. Il y a toujours une délicatesse, donc on peut avoir quand même quelques pourcentages de doutes qui permettent de profiter un petit peu de ce qu'on pourrait appeler un brouillard de la guerre, pour faire référence à Clausewitz, mais modernisé, donc un brouillard de la guerre, mais en 2.0. Et voici quelques exemples de brouillard de guerre, donc concoctés par Mevalo. Les barbelés sont déroulés à la hâte. Depuis mercredi, des soldats polonais érigent une barrière de fer le long de la frontière terrestre entre la Pologne et l'enclave russe de Kaliningrad, sur le modèle de celle construite l'an passé pour endiguer une vague d'immigration illégale venue de Biélorussie. L'année dernière, cette barrière temporaire à la frontière avec la Biélorussie a empêché ou du moins fortement freiné une attaque hybride depuis le territoire biélorusse. C'est pourquoi nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut construire une barrière identique à la frontière avec l'enclave de Kaliningrad. Varsovie assure que l'aéroport de la petite enclave russe accueille des vols en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. La Pologne craint une nouvelle crise migratoire à sa frontière, organisée par Moscou. Le pays est d'autant plus sur ses gardes que son Sénat était la cible d'une cyberattaque il y a tout juste une semaine, en plein vote d'une résolution reconnaissant le gouvernement de la Fédération de Russie comme régime terroriste. Hasard ou pas, l'Europe s'interroge et s'inquiète. Les incidents se multiplient au fur et à mesure que les troupes russes sont en difficulté, selon les experts. Les explosions visant les gazoducs Nord Stream qui relient la Russie à l'Allemagne à la fin du mois de septembre sont une autre illustration de cette guerre dans la guerre. Peu de temps après, au début du mois d'octobre, un autre acte dit de sabotage visant des câbles de liaison radio paralyse le trafic ferroviaire dans le nord de l'Allemagne. Une action ciblée et délibérée accuse Berlin, sans nommer l'auteur. Moins de 2 semaines plus tard, les îles Shetland au large de l'Écosse se retrouvent coupées du monde, après la rupture d'un câble sous-marin et l'interruption totale des réseaux de téléphonie mobile et d'Internet. Pas de coupable identifié, mais la main du Kremlin est dans tous les esprits. Le même jour, la Norvège annonce l'arrestation de 7 ressortissants russes, accusés d'avoir illégalement fait voler des drones dans le pays. Si la Russie se livre à des activités d'espionnage avec des drones, c'est interdit et cela doit cesser. Mais cela fait actuellement l'objet d'une enquête. Tentative de déstabilisation, sabotage, espionnage, cyberattaque. Cette guerre-là se déroule dans l'ombre, sans commanditaire identifié. Elle est aussi difficile à anticiper qu'à contrer. Voilà, pour ces exemples donc, la Russie mène-t-elle une guerre hybride et depuis quand ? Alors, en règle générale, on met avec le début du conflit en Ukraine, donc dans le Donbass, donc en 2014, une grande vague de déploiement d'opérations qu'on va appeler hybrides, avec notamment des cyberattaques, avec un volet informationnel très fort, qui peut avoir différentes reprises, y compris des reprises beaucoup plus physiques, qui ne passent pas uniquement que par les réseaux. Et puis, il y a eu aussi de l'utilisation de ce qu'on va appeler de la cybercoercition. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en utilisant plusieurs attaques cyber, tout simplement contraindre les décisions d'un gouvernement adverse ou les limiter.
Un cas, par exemple, au début de l'invasion, quand le système Kassat a été piraté, eh bien, ça a empêché les éoliennes en Allemagne notamment de tourner. Et dans le même temps, eh bien, les systèmes de débarquement de produits pétroliers dans différents ports du nord de l'Europe, y compris à Hambourg, ont été attaqués, empêchant eh bien, d'arriver. Or, l'Allemagne étant extrêmement dépendante du gaz russe, eh bien, ça a envoyé un signal assez fort. Attention aux décisions que vous prendrez. Donc, ça a été, en règle générale, la Russie a été pointée du doigt dans ces attaques-là, avec toujours ce petit pourcentage de doute qui permet du déni plausible. Et c'est là que c'est très pratique. C'est ce que vous disiez dans votre reportage. Mais voilà, c'est ce que beaucoup d'acteurs et d'experts appellent. Le but, c'est de déstabiliser ? Alors, il y a plusieurs choses. Soit vous allez créer une déstabilisation telle au sein d'un État que finalement, vous allez l'empêcher ou du moins lui limiter sa capacité d'action parce qu'il aura trop de choses à gérer en interne. Ça peut être des troubles sociaux, ça peut être un problème économique, ça peut être un problème énergétique. En fait, le spectre est extrêmement large et c'est en fait tout l'intérêt de ceux qui vont utiliser de la guerre hybride, en fait des méthodes hybrides, parce que vous allez être tellement pris par vos problèmes intérieurs que vous n'allez pas être en capacité de prendre des décisions ou pas de les prendre avec la même force. L'Ukraine use-t-elle aussi de la méthode et de la guerre hybride face à la Russie ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ce que l'on a pu observer, c'est un travail qui a été vraiment antérieur et de longue date, qui a pu être fait notamment d'un point de vue informationnel ou sur des attaques cyber. Ouais. Rappelons-nous, par exemple, il y avait des attaques qui ont visé des centrales électriques 2015 et 2016, donc on est déjà bien avant, en Ukraine, qui avait privé plusieurs régions de courant, d'électricité, notamment la région de la capitale, pendant quelque chose comme un peu plus de 5 heures, quasiment 6 heures. Donc on a eu tout ce travail-là, on a eu énormément de vagues informationnelles. Peut-être que vos auditeurs se rappelleront des fameuses fermes Matrol, qui était donc basée dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, où des gens étaient payés pour travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour aller influencer les discussions sur les réseaux sociaux en portant le discours, la rhétorique de Moscou et en déstabilisant et en discréditant le gouvernement de Kiev. Est-ce que ça existe de l'autre côté avec ses alliés occidentaux ? Parce que quand on dit l'Ukraine, c'est bien entendu aussi avec les alliés. De l'autre côté, il y a une utilisation maintenant, notamment de tout ce qui est réseau cyber, avec mais c'est fait de manière plus officielle, c'est-à-dire que quand il y a eu l'appel du président Zelensky pour créer ce qu'ils ont appelé une IT Army, c'était un appel aux volontaires pour intégrer cette espèce d'armée cyber dans le but de mener des actions à l'encontre de la Russie ou des intérêts russes. Donc ça, c'est des choses que l'on peut avoir. Alors évidemment, ils ne disent pas forcément quoi, et on aura principalement du DDoS, ce qu'on appelle du déni de service, c'est-à-dire mettre hors service des sites internet. Et ce qui est frappant aussi, c'est que cette guerre hybride, en fait, elle se passe sur le terrain diplomatique, informationnel, militaire aussi, spatial, économique, juridique, c'est en fait sans limite. C'est exactement ça. L'intérêt, c'est justement de ne plus cantonner le conflit au simple volet militaire, mais vraiment d'être comme un millefeuille, si vous voulez, et d'aller sur les différentes couches. Et ce qu'il y a, c'est que vous pouvez tout à fait utiliser des méthodes hybrides alors que vous êtes officiellement dans un conflit, ce qui est le cas de l'Ukraine à l'heure actuelle. Alors évidemment, vous n'allez pas forcément dire voilà ce que je vais attaquer au préalable puisque vous voulez garder un ascendant sur votre adversaire, c'est évident. Mais vous pouvez aussi les utiliser à des fins de déstabilisation avant le conflit, voire même pour éviter le conflit. Et là, ça rappelle le penseur chinois, donc Sun Tzu, qui disait qu'en fin de compte, il fallait essayer de gagner le conflit la guerre avant de la démarrer. Gagner la guerre avant de la démarrer. 4e siècle avant Jésus-Christ, vous citez le général chinois Sun Tzu, soumettre l'ennemi sans combat. Est-ce que Nord Stream 1 et 2, avec ces explosions, vous le classez dans la catégorie de la guerre hybride ? Alors, ce qui est très intéressant, et là encore, il faudra attendre d'avoir plus d'éléments tangibles et factuels que je n'ai pas, donc je ne pourrais pas vous répondre là-dessus, mais ce qui est extrêmement intéressant et ce qui a été utilisé, c'est aussi ce que l'on appelle la capacité de faire des attaques sous couvert, alors en anglais, on va dire des false flag attaques. Sous faux drapeau. Exactement, c'est-à-dire que vous allez mener une attaque en étant suffisamment discret et pour que les intérêts, si vous voulez, soit suffisamment mixé pour pouvoir expliquer que c'est votre adversaire qui a mené cette attaque-là. D'accord, on sait tout de suite dit à qui profite le crime, surtout pas la Russie. Ouais. C'est exactement ça, sauf si vous voulez pouvoir avoir quelque part un prétexte pour pouvoir contre-attaquer ou
simplement, alors soit ça peut être pour mener une contre-attaque, ça peut aussi être tout simplement pour asseoir auprès de votre propre population votre légitimité et valider et fédérer votre population autour de vos prises de décision. Donc il y a plusieurs raisons en fait qui peuvent être mises en place pour des attaques sous faux drapeau. Et c'est un des points qui avait fait l'objet d'inquiétudes de la part des Ukrainiens mais aussi des Américains il y a quelques mois, notamment en Ukraine, c'est qu'il y ait ce type d'attaque sur le terrain militaire et que la Russie ne puisse en profiter pour aller potentiellement utiliser des armements qui sont défendus par le droit international. Mais c'est un complément quand même au champ de bataille. Est-ce que ça n'a pas ses limites? D'ailleurs, il y avait cette question lancinante pendant des mois. On en sait quelque chose avant le début de l'invasion russe. Les États-Unis disaient attention, la Russie va envahir l'Ukraine. Et après, les Américains disaient, en gros, si ce n'est pas une invasion terrestre, ce sera une cyberattaque d'envergure qui n'a donc pas eu lieu avant l'intervention, mais ça veut quand même dire que la Russie, si elle voulait atteindre ses objectifs, elle se devait d'intervenir et non pas se fier seulement à une cyberattaque massive. Alors, ça ne remplacera pas la guerre. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, tout dépend ce que vous voulez obtenir. Mais là, ce que l'on a vu, c'est qu'on est dans un conflit qu'on qualifie en général de haute intensité et que même si vous allez utiliser le cyber, la réalité de la guerre, c'est qu'elle va se gagner sur le terrain de manière militaire. Pour revenir peut-être assez rapidement sur cette cyberguerre que beaucoup attendaient, et c'est pas qu'elle n'a pas eu lieu, c'est qu'elle n'a pas eu lieu dans les proportions que l'on espérait avec des cyberarmes extrêmement précises. Alors, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ça. La première, ça serait l'immaturité, qui est de dire que finalement le cyber est encore dans son âge tendre, c'est une discipline encore récente et qu'elle n'est pas complètement à maturité pour être opérationnelle dans un conflit de guerre. Ouais. La deuxième, c'est quelque part l'incapacité qu'on aurait à utiliser des armes vraiment précises. Pourquoi ? Parce que le temps du développement ne serait pas le temps de la guerre. Quand vous allez vouloir attaquer un logiciel très pointu, vous avez en face des équipes, des blue teams, ce que l'on appelle, qui essayent de... Alors justement, j'allais vous dire, il nous reste une petite minute, hélas, mais au moins, sur les parades, est-ce qu'il y a des parades pour contrer un élément d'une guerre hybride ? Alors, le problème, c'est que vous allez en avoir. L'enjeu, c'est qu'elles peuvent être tellement multivectorielles et sur différents niveaux que vous risquez d'épuiser vos efforts sur différents champs. Et il est parfois assez difficile de pouvoir colmater toutes les failles. Parce que, comme on l'a dit, vous allez avoir le volet informationnel. On peut même utiliser des flux de réfugiés, donc d'un point de vue humanitaire. Ça s'est vu et c'est ce que craint la Pologne encore aujourd'hui. Tout le volet cyberattaques et autres. Donc, on peut essayer de sécuriser énormément les choses. Et c'est ce qu'on a vu notamment au niveau cyber avec l'Ukraine. Merci beaucoup Christine Dugouin, Clément, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre éclairage.